On a tous cette image d'un vaisseau spatial filant à la vitesse de la lumière. C'est un peu le Graal de la science-fiction. Mais on nous dit toujours, c'est une limite, Absolu. infranchissable. Et on se demande pourquoi, forcément. Surtout que l'univers est immense, même la lumière du soleil, elle met 8 bonnes minutes pour nous arriver. Ça limite les voyages interstellaires, quoi. Aujourd'hui, on se penche sur une question fascinante, inspirée par une vidéo YouTube qui demande pourquoi le temps s'arrête à la vitesse de la lumière. On va essayer de démêler le vrai du faux et peut-être découvrir quelque chose d'assez dingue sur nous-mêmes. Bon alors, on y va, décortiquons ça. Cette vitesse de la lumière, d'où ça sort historiquement? Je crois me souvenir qu'on a compris qu'elle n'était pas infinie, assez tout, non? Oui, oui, tout à fait. Ça remonte au XVIIe siècle, avec Ole Romer, un astronome danois. En observant les lunes de Jupiter, plus précisément les retards dans l'apparition de Io derrière Jupiter, il a compris que la lumière devait prendre un certain temps pour traverser l'orbite terrestre. Il a même fait une première estimation, pas si mauvaise pour l'époque, genre autour de 200 000 km. Ah ouais, quand même. Et après, on a affiné ça. Oui, bien sûr. Au XIXe siècle, Hippolyte Fizeau a réussi la première mesure sur Terre, avec un système de roues dentées et de miroirs. Il est arrivé à quelque chose comme 315 000 km. Là, ça devenait concret, mesurable. D'accord. Mais le vrai problème est arrivé plus tard, c'est ça? Avec une expérience célèbre, Michelson et Morley. Exactement. C'est le nœud du problème. À l'époque, on pensait que la lumière, comme le son dans l'air, avait besoin d'un support pour se propager, l'éther luminifère. Michelson et Morley ont donc monté une expérience super précise en 1887 pour détecter le mouvement de la Terre à travers cet éther, en mesurant des différences de vitesse de la lumière selon la direction. Et le résultat? Ben rien. Aucun décalage. La vitesse de la lumière était la même dans toutes les directions, que la Terre aille vers l'éther ou perpendiculairement à lui. C'était complètement contre-intuitif, incompréhensible avec la physique classique. Ça a dû être un choc. Si la vitesse de la lumière ne change pas, c'est que autre chose doit s'adapter. C'est là que le génie d'Einstein intervient. En 1905, il prend le taureau par les cornes. Il part de ce résultat et des équations de Maxwell sur l'électromagnétisme et il pose deux principes. Primo, les lois de la physique sont identiques pour tous les observateurs en mouvement uniforme. Secondo, la vitesse de la lumière dans le vide, c, est la même pour tous ces observateurs, peu importe leur vitesse ou celle de la source lumineuse. D'accord, le fameux C constant. Mais comment c'est possible? Si je suis dans un TGV et que j'allume une lampe, la lumière va à C pour moi. Mais pour quelqu'un sur le quai, elle devrait aller à C plus la vitesse du TGV, non? Eh bien non, justement. C'est ça la révolution. Pour que C reste la même pour vous et pour la personne sur le quai, ce ne sont plus la vitesse de la lumière ou les lois physiques qui s'ajustent. C'est l'espace et le temps eux-mêmes. L'espace et le temps. Oui, ils deviennent relatifs, flexibles. Pour l'observateur extérieur, votre temps à bord du TGV va s'écouler un tout petit peu plus lentement et les distances dans le sens du mouvement vont paraître légèrement contractées. C'est l'espace-temps, une entité unique qui se déforme pour garantir que C reste constante pour tout le monde. Ok. L'espace-temps qui se déforme, la relativité, c'est énorme. Mais revenons à cette vitesse C. On dit vitesse de la lumière, mais est-ce que c'est juste ça? Très bonne question, et c'est une source fréquente de confusion. En réalité, C est bien plus fondamental que ça. Ce n'est pas la vitesse propre à la lumière. D'autres choses voyagent à cette vitesse. Les ondes gravitationnelles, par exemple, prédites par Einstein et détectées récemment. Ou potentiellement toute particule sans masse. Donc ce n'est pas la vitesse de la lumière, mais plutôt quoi? À laquelle une information, quelle qu'elle soit lumineuse, gravitationnelle, n'importe quelle interaction, peut voyager d'un point A à un point B, La vitesse de la causalité, c'est-à-dire? pour garantir que les causes précèdent les effets. Exactement. C'est une limite fondamentale inscrite dans la structure même, la géométrie de l'espace-temps. Elle assure la cohérence de notre réalité. Si le Soleil disparaissait là, maintenant, Oui. on ne s'en rendrait compte que 8 minutes et 20 secondes plus tard, pas avant, ni par la disparition de sa lumière, ni par le changement de son influence gravitationnelle. L'information «le Soleil n'est plus là» voyage assez, pas plus vite. D'accord, c'est une règle cosmique fondamentale. Mais alors, le lien avec nous, assis ici, vous disiez qu'il y avait quelque chose d'encore plus étonnant. Oui, et c'est peut-être le point le plus fascinant de la vidéo et de la théorie d'Einstein. On a tendance à penser l'espace et le temps séparément. Mais ils forment un tout, l'espace-temps à 4 dimensions. 3 d'espace, une de temps. Et le truc incroyable, c'est que nous nous déplaçons tous constamment à travers cet espace-temps.
Et notre vitesse totale combinée, à travers les 4 dimensions, elle est toujours égale à c. Pardon, attendez. Même moi, là, assise sur ma chaise, je bouge à la vitesse de la lumière, Oui, en quelque sorte. Mais pas uniquement dans l'espace, bien sûr. Imaginez que vous avez un budget de vitesse totale fixé à c. Vous pouvez le dépenser soit en vous déplaçant dans l'espace, soit en vous déplaçant dans le temps. ah, je crois que je vois. Si je ne bouge pas du tout dans l'espace, comme maintenant, alors tout votre budget de vitesse s'est consacré à votre mouvement dans la dimension temporelle. Vous voyagez à fond dans le temps, si on veut. Et si je me lève et que je marche, ou que je prends une fusée ultra rapide, Alors, une partie de ce budget est utilisée pour votre vitesse dans l'espace. Et comme le budget total doit rester constant, il vous en reste moins pour voyager dans le temps. Votre vitesse temporelle diminue par rapport à quelqu'un resté immobile. c'est la fameuse dilatation du temps. Plus on va vite dans l'espace, plus notre temps ralentit par rapport aux autres. Exactement. C'est une conséquence directe de cette idée qu'on voyage tous à c dans l'espace-temps. Du coup, être totalement immobile dans l'espace-temps, c'est impossible. Ne pas utiliser ce budget C, Conceptuellement, oui, c'est impossible. L'immobilité totale dans l'espace-temps signifierait ne pas avancer dans le temps non plus. Ce serait comme ne pas exister, être en dehors du flux temporel. On est, d'une certaine manière, condamné à ce mouvement perpétuel à travers l'espace-temps, à la vitesse c. waouh! Alors, si on résume tout ça, cette vitesse C, ce n'est pas juste une barrière pour les voyages interstellaires lointains. C'est bien plus proche de nous. C'est le rythme fondamental de notre existence. Ici et maintenant. Chacun de nous voyage à la vitesse c à travers l'espace-temps, à chaque seconde. C'est assez vertigineux comme idée. Et ça ouvre une perspective intéressante, non? Cette condamnation au mouvement perpétuel, c'est peut-être aussi notre seule vraie marge de manœuvre. Choisir comment on répartit ce voyage. Est-ce qu'on privilégie l'avancée pure dans le temps, ou est-ce qu'on dépense un peu de ce temps pour explorer l'espace? La prochaine fois qu'on lève les yeux vers les étoiles, il faut peut-être se rappeler ça. On ne les regarde pas depuis un point fixe. On les observe depuis notre propre vaisseau, déjà lancé à pleine vitesse dans l'espace-temps. La vraie question devient alors, quelle route on choisit de suivre, consciemment ou pas?